La porte des urgences s'ouvrit en glissant et elle entra seule, une tache écarlate s'étendant sur sa blouse blanche. Avant qu'elle ne s'effondre, l'infirmière lui prit son téléphone. Le contact d'urgence n'indiquait pas son mari. Il y avait écrit « Dante ». Moins de 10 minutes plus tard, le chef du crime organisé le plus redouté de la ville défonçait les portes de l'hôpital. La tempête qui s'abattait sur Chicago cette nuit-là était impitoyable. Des trompes d'eau s'abattaient sur les vitres blindées du centre médical Street Jude. À l'intérieur du service des urgences, le calme régnait ce mardi soir jusqu'à 23h42. Les portes coulissantes automatiques s'ouvrirent en grinçant, laissant entrer une bourrasque de vent glacial et une femme qui semblait déjà à moitié fantôme. Nora Sullivan était pieds nus. Son trench coat de marque était trempé. Mais ce n'était pas la pluie qui avait noirci le tissu. C'était du sang. D'un bras, elle protégeait son ventre de femme enceinte et cherchait à tâtons le comptoir d'accueil. « À l'aide !» murmura-t-elle. Le mot peinait à se faire entendre, mais le désespoir brut dans sa voix figea net Sarah Jenkins, l'infirmière de triage. Sarah surgit du bureau juste au moment où les jambes de Nora fléchirent. « Il me faut un brancard. »« Traumatologie 1, tout de suite !» hurla Sarah, rattrapant les épaules de la femme avant que sa tête ne heurte le sol. Le service des urgences sombra dans un chaos organisé. Le docteur Harrison Boyd, le chirurgien traumatologue de garde, sortit en trombe par le troisième rideau. Il hissèrent Nora sur le brancard, les roues crissant violemment sur le sol mouillé. Sa peau était couleur cendre, ses lèvres bleutées, son pouls faible, son rythme cardiaque à 140. Sarah annonça à toute vitesse, fixant un brassard de tensiomètre sur le bras de Nora. Tension, 80/50e et en baisse. Elle fait une hémorragie. Posons-lui 2 gros cathéters intraveineux, administrons-lui une perfusion et appelons la banque de sang pour du sang au négatif, ordonna le docteur Boyd en enfilant ses gants. Tandis qu'il la transportait sous les lumières crues du bloc opératoire de traumatologie, l'étendue des dégâts apparut clairement. Ce n'était pas un accident de voiture. Les ecchymoses sur son visage, sa mâchoire enflée, une lacération au-dessus de son sourcil, autant de marques distinctes et brutales de coups de poing. Pendant que l'équipe médicale s'efforçait de stabiliser Nora et de surveiller le rythme cardiaque fœtal, une infirmière administrative nommée Brenda se tenait près de l'imperméable abandonné, fouillant le sac à main en cuir taché de sang à la recherche d'une pièce d'identité et d'un contact d'urgence. Brenda sortit un permis de conduire de l'Illinois impeccable. Nora Beatrix Sullivan. Ce nom lui disait quelque chose, très fort. C'était l'épouse d'Arthur Sullivan, le procureur de district très en vue de la ville. Oh mon Dieu, Brenda murda. Pensa-t-elle aussitôt en cherchant le téléphone de Nora pour appeler le procureur, mais l'écran était brisé, hors service à cause des dégâts d'eau. Fouillant plus profondément dans une poche zippée cachée de son sac, Brenda effleura du bout des doigts un papier cartonné épais et coûteux. Elle en sortit une carte de visite noire mat, sans logo ni titre, juste un prénom en relief argenté et un numéro de portable privé en dessous, Dench. En retournant la carte, Brenda découvrit un mot manuscrit d'une écriture masculine et soignée. « Si jamais vous avez besoin de moi, quoi qu'il arrive », supposant qu'il s'agissait d'un agent de sécurité privée ou peut-être de son frère. Brenda se précipita à l'accueil et composa le numéro. Ça ne sonna qu'une fois. « Parlez », répondit une voix. Ce seul mot, prononcé d'un ton terriblement bas, était empreint d'une autorité qui fit se hérisser les poils de la nuque de Brenda. « Bonjour. Est-ce bien Dante ?» balbutia Brenda, intimidée par la gravité de la voix. « J'appelle du centre médical Street Jude. Nous avons Nora Sullivan ici. Elle vient d'être admise aux urgences. Elle est dans un état critique et votre... » Il s'éclaircit la gorge. Carte disait « Je serai là dans 8 minutes. » Monsieur, attendez. Vous devriez connaître son mari. La communication fut coupée. 9 minutes plus tard, l'atmosphère et la foule changèrent du tout au tout. Le vacarme des sirènes d'ambulance à l'extérieur fut couvert par le crissement des pneus de 3 Cadillac Escalade noirs, qui franchirent le trottoir et se garèrent directement dans l'aire de stationnement des ambulances. Richard Blaine, l'administrateur de l'hôpital de nuit, venait de descendre pour gérer le cauchemar médiatique que représentait l'agression de la femme du procureur. Mais lorsque les portes des urgences s'ouvrirent brusquement, Richard recula d'un pas. 6 hommes en costume sombre sur mesure entrèrent les premiers, se déployant avec une précision militaire. Ils ne sortirent pas leurs armes, mais les renflements importants sous leurs vestes indiquaient clairement qu'ils n'en avaient pas besoin. Ils bloquèrent efficacement le hall d'entrée, refoulant les patients et bloquant les sorties. Puis Dante Corvino entra. À la tête du clan Corvino, il contrôlait les ports de la ville, ses casinos clandestins et la moitié de ses politiciens. Fantôme pour la presse, il était une réalité bien concrète et redoutable pour la pègre de Chicago. Grand,
Les épaules larges, les yeux noirs et froids comme l'obsidienne, Dante n'avait pas l'air d'un homme pressé. Il avait l'air d'un homme prêt à réduire le bâtiment en cendres. Où est-elle? Sa voix, un grondement sourd et vibrant, imposait l'obéissance immédiate. Richard Blaine se précipita en avant, son bloc-notes tremblant. « Monsieur Corvino, monsieur, nous ne vous attendions pas. Vous n'êtes pas de la famille. » Dante réduisit la distance qui les séparait en 2 enjambées, saisissant Richard par les revers de son manteau et le soulevant de quelques centimètres. Le parrain gardait son sang-froid, mais ses yeux trahissaient une panique violente et terrifiante. « Je suis la seule famille qui lui reste ce soir, » dit Dante d'une voix douce. « Maintenant, emmenez-moi la voir, sinon je ferai démolir cet hôpital brique par brique pour la retrouver moi-même. » La salle d'attente du service de chirurgie était complètement isolée. Le bras droit de Dante, Léo Costello, avait poliment mais fermement fait évacuer tous les autres civils. L'air était saturé de l'odeur d'antiseptique et du parfum coûteux de cèdre sombre que portaient les hommes du syndicat postés dans chaque couloir. Dante était assis, raide comme un piquet, sur une chaise en plastique. Ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient blanches comme de l'os. Une tache du sang de Nora maculait sa manche gauche, déposée par une infirmière qui l'avait frôlée en portant ses vêtements dans un sac à preuve. Il fixait la tache écarlate, la bête en lui se débattant contre sa cage. Comment en était-il arrivé là? La ville pensait que Nora Sullivan menait une vie de rêve. Mariée à Arthur Sullivan, le procureur vedette, elle incarnait la grâce et la générosité. Mais Dante connaissait la vérité. Il la connaissait depuis cette nuit, 6 mois plus tôt, où il l'avait trouvée tremblante dans une ruelle derrière un gala de charité. Arthur l'avait laissée là après l'avoir giflée pour l'avoir humiliée devant le maire. Dante, dont le réseau était activement visé par l'équipe d'Arthur, était sorti de l'ombre et lui avait tendu son mouchoir. Il aurait dû s'en servir comme moyen de pression. Il aurait dû prendre des photos pour ternir la réputation irréprochable du procureur. Au lieu de cela, il avait plongé son regard dans ses yeux verts, remplis de larmes et de défis, et avait senti une force intérieure se nouer en lui, un instinct de protection féroce et prédateur. Pendant les mois qui suivirent, leurs chemins se croisèrent en secret. Des conversations chuchotées dans les couloirs de la bibliothèque, des téléphones jetables. Elle était devenue son havre de paix. Il était devenu son seul rempart contre les accès de rage de plus en plus violents de son mari, alimentés par l'alcool. Dante l'avait supplié de le laisser tuer Arthur. Il pourrait faire disparaître le procureur sans laisser de traces. Mais Nora, terrifiée par les répercussions politiques et le danger que cela ferait courir à Dante, refusa. Puis elle tomba enceinte. Dante ferma les yeux, la mâchoire serrée si fort qu'il lui faisait mal. Il se souvint du jour où elle le lui avait annoncé. Arthur était stérile depuis des années, un secret bien gardé. Ce bébé n'était pas celui des procureurs. C'était celui des chefs mafieux. « Patron », dit doucement Léo, tirant Dante de ses sombres rêveries. Léo s'approcha, une tablette élégante à la main. « J'ai récupéré les images des caméras de surveillance près de la maison du procureur. Ce n'était pas une agression comme les autres. » Dante s'éleva lentement. « Montrez-moi. » Léo lança la vidéo. L'image était granuleuse, filmée sous la pluie, mais suffisamment nette. Une camionnette banalisée s'arrêta devant le portail arrière de la propriété des Sullivan. 2 hommes en descendirent. Ils ne portaient pas de masque. C'étaient des hommes de main connus de la mafia irlandaise, les O'Connor, les plus grands rivaux de Dante. Mais ce qui glaça le sang de Dante, c'est ce qui se produisit ensuite. La porte arrière de la maison s'ouvrit. Arthur Sullivan se tenait là, vêtu d'une robe de soie. Il parla aux hommes de main, s'écarta et les laissa entrer. 5 minutes plus tard, les hommes de main traînèrent Nora, blessée et ensanglantée, par la porte de derrière. Elle se débattit comme une furie, se libérant et courant dans les rues sombres et pluvieuses, tandis que les hommes, peut-être effrayés par une sirène qui approchait. Ils se replièrent sur leur fourgonnette. « Arthur a enterré des dettes de jeu », expliqua Léo, la voix étranglée par une colère contenue. Des millions de dollars dus aux O'Connor. Le procureur était sur le point de saisir les conteneurs des O'Connor. Arthur a fait un marché. Il leur a donné Nora en échange de l'effacement de sa dette et de sa vie sauve. Un silence suffocant s'abattit sur la salle d'attente. Dante ne cria pas. Il ne cassa rien. La réaction fut bien pire. Toute humanité disparut de son visage. Il ne restait plus que le prédateur froid et calculateur qui régnait sur la pègre. Là-haut. La voix de Dante n'était qu'un murmure, lourd d'une sentence de mort. Oui, patron. Retrouvez Arthur Sullivan. Ne le tuez pas, amenez-le à l'abattoir du Sud. Je veux qu'il soit vivant à mon arrivée. Et les O'Connor. Ce soir, on les raie de la carte. Chaque lieutenant,
chaque capot, chaque soldat. Je veux que les rues soient ensanglantées à l'aube. » Avant que Léo n'ait pu acquiescer, les lourdes portes doubles du bloc opératoire s'ouvrirent brusquement. Le docteur Boyd sortit, sa blouse tachée, son masque chirurgical abaissé jusqu'au menton. Il paraissait épuisé. Dante était déjà devant lui avant même qu'il ait pu reprendre son souffle. Est-elle vivante? Demanda Dante. Le docteur Boyd déglutit difficilement, intimidé par la stature imposante de l'homme. Elle est vivante. Nous avons réussi à stabiliser l'hémorragie interne. Elle a subi un grave traumatisme contondant, ce qui a entraîné un décollement placentaire partiel. C'était de justesse. Si elle était arrivée 5 minutes plus tard, elle serait morte d'hémorragie. Dante sentit le sol se dérober sous ses pieds, le soulagement le frappant plus fort qu'un coup violent. Le bébé. Le rythme cardiaque du fœtus a ralenti, mais il est stabilisé, dit doucement le docteur Boyd. C'est une battante, monsieur Corvino, mais elle est sous forte sédation. Elle ne se réveillera pas avant quelques heures. Je veux qu'elle soit transférée dans une chambre particulière. Désormais, aucun infirmier ni médecin n'entrera dans cette chambre sans que mes hommes ne les aient préalablement contrôlés, et son nom sera rayé du registre de l'hôpital. Pour le monde entier, Nora Sullivan n'est pas venue ici ce soir. Le docteur Boyd acquiesça rapidement. Bien sûr, je m'en occupe. Tandis que le médecin s'éclipsait, Dante se tourna vers la fenêtre du couloir, contemplant l'horizon tentaculaire de la ville, détrempé par la pluie. Il avait passé sa vie à construire un empire d'ombre, persuadé qu'il était incapable d'apporter autre chose que la destruction au monde. Mais Nora avait changé la donne. Elle portait sa lumière, son héritage, et elle avait failli le payer de sa vie à cause d'une dette de lâche. Arthur Sullivan pensait pouvoir échanger sa femme pour sauver sa peau. Les O'Connor pensaient pouvoir s'emparer de ce qui appartenait à Dante Corvino et s'en sortir indemnes. Ils allaient tous deux apprendre qu'il existe des destins bien pires que la mort. Le chef mafieux ajusta ses menottes. Le sang séché sur le tissu lui rappelait cruellement la promesse qu'il lui avait faite. « Si jamais tu as besoin de moi, quoi qu'il arrive. » Dante tourna le dos à la fenêtre, le regard vide et sans vie. « Léo » ordonna-t-il dans le silence du couloir de l'hôpital. « Au travail. » L'abattoir du Sud était un tombeau caverneux d'acier inoxydable et de givre. L'air dans l'atelier principal était maintenu à une température glaciale de 2 degrés Celsius, imprégné d'une légère odeur de javel, de vieux cuivre et de l'indéniable froideur de la tombe. Arthur Sullivan, le procureur vedette de Chicago, tremblait de tous ses membres. Attaché à une lourde chaise en acier, boulonnée au sol en béton, il portait encore sa robe de soie monogrammée, désormais trempée d'eau glacée. Son image impeccable, sa coiffure soignée, son sourire arrogant et assuré avaient complètement disparu. Il hyperventilait, les yeux scrutant frénétiquement la pièce sombre et caverneuse, cherchant à distinguer les silhouettes des hommes qui se tenaient dans l'ombre. Il s'attendait aux Irlandais. Il s'attendait à ce que les hommes de main de 2 clans O'Connor reviennent le chercher, réclamant plus d'argent ou se plaignant que l'affaire ait mal tourné. Mais lorsque les lourdes portes métalliques s'ouvrirent en grinçant, l'homme qui apparut dans la faible lumière n'était pas de clan O'Connor. C'était Dante Corvino. Arthur sentit sa respiration se bloquer dans sa gorge. Sa carrière politique s'était construite sur la promesse de démanteler le réseau Corvino. Il connaissait le visage de l'homme qui se tenait devant lui. Mais le voir en chair et en os, dégageant une aura mortelle. Le calme suffocant était bien différent de celui qui régnait lorsqu'on fixait une photo d'identité judiciaire sur un tableau d'affichage. Dante marchait lentement, ses lourdes chaussures en cuir italien claquant rythmiquement sur le béton. Il s'arrêta à 1,5 mètre d'Arthur. Il n'était pas armé. Il n'en avait pas besoin. La simple présence imposante de Dante rendait la pièce glaciale incroyablement petite. Corvino, Arthur eut un hoquet de surprise, tentant de rassembler un brin de son assurance habituelle au tribunal. Que signifie tout cela? Vous kidnappez un procureur en exercice. Le FBI va retourner la ville contre terre pour me retrouver. Quel que soit le montant promis par les O'Connor, je peux le doubler. J'ai des accords d'immunité. Je peux vous faire taire, dit Dante. Ce n'était pas un cri. C'était un murmure, mais il frappa Arthur comme un coup de poing. Le procureur se tut brusquement. Léo Costello sortit de l'ombre, tenant une élégante mallette noire. Il la posa sur une table en acier inoxydable et en ouvrit les fermoirs. « Je me fiche de vos accords, Arthur, » dit Dante d'une voix totalement dénuée d'eux. « Et je me fiche des O'Connor. En fait, au lever du soleil, le cartel O'Connor ne sera plus qu'un souvenir. Mes hommes sont actuellement en train de rendre visite à 2 clans dans ses chantiers navals, ses boîtes de nuit et sa propriété de banlieue. Il ne restera plus aucun mafieux irlandais pour recouvrer vos dettes de jeu. » Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent d'effroi. « Alors pourquoi suis-je là?
Si vous les éliminez, vous devriez me remercier. Je leur ai offert une diversion ce soir. La machoire de Dante se crispa. Une lueur de rage monstrueuse dansa dans ses yeux d'obsidienne. Il se pencha, posant les deux mains sur les accoudoirs du fauteuil d'Arthur, approchant son visage à quelques centimètres de celui du procureur. La diversion, murmura Dante, la glace dans sa voix se brisant pour révéler l'enfer qui sommeillait en lui, c'était Nora. Arthur se figea. Pendant une seconde, son esprit politique, pourtant aguerri, fut incapable de faire le lien. Le parrain intouchable et sa femme, silencieux et battus. La réalisation le frappa de plein fouet, le plongeant dans un scepticisme profond. « Toi » balbutia Arthur en fixant Dante. Soudain, un rire tordu et désespéré jaillit de sa poitrine. « Oh, mon Dieu, c'est toi. » La Romeo. Les nuits blanches. C'est toi. Je savais que ce bébé n'était pas de moi. Je suis stérile depuis 5 ans. Je pensais qu'elle couchait avec un minable jeune associé du cabinet. Je n'allais pas la laisser exhiber un enfant illégitime pendant ma campagne sénatoriale. Cela aurait ruiné mes espoirs. Les mains de Dante jaillirent. Ses doigts se refermèrent sur la gorge d'Arthur. Serrant avec une pression calculée et atroce, Arthur suffoqua, ses mains griffant vainement les colliers de serrage qui lui liaient les poignets. « Tu as sacrifié sa vie », déclara Dante en voyant le souffle quitter le visage d'Arthur. « Tu as livré une femme enceinte à l'abattoir pour blanchir tes comptes et sauver tes ambitions politiques. » Dante le lâcha brusquement. Arthur s'affaissa en avant, toussant et haletant pour respirer l'air glacial. « Je pourrais te tuer sur le champ », poursuivit Dante d'un ton suave, reculant d'un pas et sortant de sa poche un mouchoir blanc immaculé pour s'essuyer les mains. « Ça prendrait moins d'1 minute. On a des incinérateurs à l'arrière qui brûlent à 2000 degrés. Tu cesserais tout simplement d'exister, mais la mort est une libération, Arthur, et je n'ai pas l'intention de te libérer. » Dante fit un signe de tête à Léo. Léo s'avança et sortit une pile de documents de la mallette. Il les plaça sur un bloc-notes et les fourra sous le nez d'Arthur. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Halita Arthur. Ce sont les virements de tes comptes secrets aux îles Caïmans qui ont transféré des millions de dollars de fonds de campagne détournés directement au syndicat O'Connor, expliqua Léo d'un ton neutre. Et une confession rédigée détaillant comment toi, procureur Arthur Sullivan, tu as secrètement orchestré le trafic de stupéfiants de la mafia irlandaise, utilisant ta fonction pour éliminer leurs rivaux. Je ne signerai pas ça, cracha Arthur, la défiance l'emportant un instant sur sa peur. C'est un mensonge. Les fédéraux sauront que c'est un faux. Ce ne sera pas un faux, dit Dante en désignant l'ombre. 2 hommes de main s'avancèrent. L'un saisit la main droite d'Arthur et lui déplia les doigts de force, tandis que l'autre. Il tenait un pistolet tactique lourd et silencieux. On n'a pas besoin de votre signature, Arthur. On a juste besoin de vos empreintes digitales, expliqua froidement Dante. Vos empreintes se retrouvent sur ces documents. Vos empreintes se retrouvent sur l'arme qui a tué 2 clans O'Connor il y a 30 minutes. Votre téléphone crypté, que nous avons saisi dans votre maison, a émis des signaux depuis les antennes relais à chaque endroit où un lieutenant d'O'Connor a été assassiné ce soir. Arthur secoua violemment la tête, réalisant enfin l'horreur de sa situation. Non, non, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le procureur. Je suis la victime. Ils ont cambriolé ma maison. Demain matin, poursuivit Dante, sa voix résonnant comme celle d'un juge prononçant un verdict final, le FBI trouvera ces documents dans un coffre-fort à votre nom. Ils trouveront les armes du crime dans le coffre de votre voiture. On ne se souviendra pas de vous comme d'une victime, Arthur. On se souviendra de vous comme du politicien le plus corrompu et le plus violent de l'histoire de Chicago. Un homme qui avait tenté de prendre le contrôle d'un cartel et qui avait fait agresser sa propre femme pour effacer ses traces. Les hommes de main appuyèrent lourdement le pouce d'Arthur sur le tampon encreur, puis sur les papiers de confession. Ils s'emparèrent du pistolet, en serrant ses doigts tremblants dans la crosse, s'assurant que ses empreintes soient parfaitement transférées sur le métal. « Tu vas en prison fédérale, Arthur. » Dante se pencha vers lui, sa voix se réduisant à un murmure terrifiant. « Pas un hôtel de luxe, un établissement de haute sécurité. Et qui crois-tu qui dirige les cellules dans ces prisons ?» Arthur se mit à pleurer, un sanglot déchirant qui résonna contre les murs d'acier glacé. Il comprit avec une certitude écrasante que Dante Corvino venait de réécrire la réalité. « Mes hommes t'attendent, » dit Dante en tournant le dos aux politiciens ruinés. « Ils feront en sorte que tu vives très, très longtemps. Et chaque jour, tu te souviendras de la nuit où tu as essayé de livrer ma famille en pâture au loup. »« Allons-y, Léo, » ordonna Dante en se dirigeant vers la sortie. « Je dois retourner à l'hôpital. » Le soleil matinal perçait les épais nuages gris de l'orage à Chicago,
baignant d'une douce lumière dorée l'aile VIP privée de convalescence du centre médical Street Jude. Un silence de mort régnait sur tout l'étage, hormis le bip régulier et rassurant du moniteur cardiaque dans la chambre 412. Nora Sullivan émergea des profondeurs de l'anesthésie. Son corps lui semblait totalement étranger. Un paysage de contusions douloureuses, des membres lourds et une douleur sourde et lancinante dans l'abdomen. La panique, vive et immédiate, la submergea. Elle haleta, ouvrant brusquement les yeux tandis que ses mains se portaient frénétiquement à son ventre. Il est sain et sauf. La voix était un point d'ancrage bas et stable dans le chaos tourbillonnant de son esprit. Nora tourna la tête, grimaçant sous la douleur des muscles meurtris de sa nuque. Dante était assis dans un fauteuil en cuir à haut dossier, près de son lit. Il était impeccable. Le costume taché de sang de la veille avait disparu. Il portait une veste anthracite impeccable et une chemise blanche. Il n'y avait pas la moindre trace de saleté ou de violence sur lui. Mais Nora le connaissait trop bien. Elle pouvait voir les faibles ombres d'épuisement sous ses yeux sombres et la tension crispée de ses larges épaules, une tension qui n'apparaissait qu'à son retour de la guerre. Il se pencha en avant et prit doucement sa main tremblante dans la sienne. Son contact était incroyablement chaleureux, à l'opposé de la froide brutalité qu'il affichait au reste du monde. « Le bébé est sain et sauf, Nora », répéta doucement Dante, son pouce caressant le dos de ses doigts. « Le docteur Boyd m'a assuré que la déchirure placentaire était mineure. Vous allez tous les deux vous en sortir parfaitement. » Des larmes coulèrent sur les cils de Nora, ruisselant sur ses joues pâles et meurtries. Le souvenir de la pluie, des mains brutales des Irlandais et de la terrible réalisation de la trahison d'Arthur lui revint en mémoire. « Arthur » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Il les a laissés entrer, Dante. Il est resté là, à me regarder partir. »« Je sais, » dit Dante. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, seulement une froideur définitive. Arthur n'était plus un souci, et son souffle se coupa. « Vraiment, Dante. Si tu as tué un procureur, le gouvernement fédéral ne cessera jamais de te traquer. On ne peut pas faire la guerre au FBI. » Dante esquissa un sourire rassurant. Il prit la télécommande sur la table de chevet et alluma le téléviseur mural, en baissant le volume. La chaîne d'information locale diffusait en direct depuis les marches du tribunal fédéral. Le bandeau en bas de l'écran annonçait « Massacre dans les bas-fonds. Arrestation d'Arthur Sullivan. » Nora fixait l'écran, incrédule. La voix du présentateur était haletante d'excitation. Les autorités parlaient de la nuit la plus sanglante de l'histoire de Chicago. Le réseau criminel d'O'Connor avait été démantelé grâce à une série d'attaques coordonnées à l'échelle de la ville. Mais le véritable choc était survenu à l'aube, lorsque des agents du FBI avaient arrêté le procureur Arthur Sullivan. Des sources confirment que des armes directement liées au meurtre des dirigeants d'O'Connor ont été retrouvées en possession de Sullivan, ainsi qu'une importante quantité de documents financiers offshore prouvant que le procureur ne se contentait pas de blanchir de l'argent pour la mafia, mais qu'il orchestrait activement une prise de pouvoir violente. La retransmission montrait Arthur, encore vêtu de sa robe de soie trempée et déchirée, qu'on jetait à l'arrière d'un véhicule blindé du FBI. Il semblait anéanti, hurlant à plein poumon aux caméras à propos de Dante Corvino, bien que les journalistes aient balayé ses paroles d'un revers de main, les attribuant aux divagations frénétiques d'un politicien corrompu acculé. Dante coupa le son de la télévision. Nora détourna le regard de l'écran, ses yeux vers se fixant sur ceux de Dante. Elle comprit immédiatement l'ampleur du plan, sa méticulosité, la destruction totale de la vie d'Arthur sans qu'une seule goutte de sang ne remonte jusqu'à la famille Corvino. C'était terrifiant. C'était génial, et il avait tout fait pour elle. Il va passer le reste de sa vie en prison, dit Dante d'une voix douce, ses yeux sombres scrutant son visage, guettant le moindre signe de peur ou de rejet. Il venait de lui montrer de quel bois il se chauffait. Il mourra dans une prison fédérale, complètement déshonoré. Il ne s'approchera plus jamais de toi ni de notre enfant. Nora ne retira pas sa main. Au contraire, elle tourna sa paume vers le haut, entrelaçant ses doigts aux siens. Elle avait passé des années à jouer le rôle de l'épouse parfaite, se faisant toute petite pour s'intégrer au monde respectable et abusif d'Arthur. Elle avait cru que la lumière était un refuge, et les ombres un danger. Mais la lumière avait failli la tuer. L'ombre l'avait sauvée. « Tu as déclenché une guerre pour moi », murmura Nora. La réalité de la nuit s'abattant sur elle. « J'ai mis fin à une guerre pour toi », corrigea doucement Dante. Il se leva, se penchant au-dessus du lit d'hôpital pour déposer un baiser tendre et respectueux sur son front encore imberbe. « Tu ne peux plus te cacher, Nora. Il n'y a plus de téléphone jetable ni de minutes volées dans les ruelles. Les O'Connor ont disparu. Arthur est enterré. À partir de cet instant, tu n'es plus qu'un fantôme pour ton ancienne vie. » Nora ferma les yeux,
Une paix profonde et épuisante l'envahissant pour la première fois de sa vie d'adulte. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, tu guéris, dit Dante, sa voix résonnant comme une promesse protectrice farouche. Et lorsque tu seras prête à quitter cette pièce, tu n'en sortiras pas comme la victime d'un politicien brisé. Tu sortiras de là en tant que Nora Corvino, et cette ville t'appartiendra. Elle regarda l'homme qui régnait sur la pègre de Chicago, un homme qui commandait des tueurs et manipulait des empires, et ne vit que le père de son enfant, l'homme qui avait répondu au téléphone quand elle n'avait plus rien. D'accord, murmura-t-elle, une force nouvelle et intense jaillissant dans sa poitrine. Ramène-moi à la maison, Dante. L'immense propriété des Corvino à Lake Forest se dressait comme une forteresse moderne de calcaire et de fer noir, protégée des regards indiscrets par des hectares de chênes centenaires. 14 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Nora Sullivan avait été admise au centre médical de Street Jude. Aux yeux de l'élite de Chicago, la femme du procureur avait discrètement demandé le divorce au milieu du scandale catastrophique qui avait envoyé Arthur Sullivan dans un pénitencier fédéral de haute sécurité. Elle s'était retirée dans la vie privée, disparaissant complètement des pages mondaines. Mais derrière les murs cachés et lourdement gardés de la pègre, Nora n'avait pas disparu. Elle monta. La lumière du soleil inondait l'aile ouest du domaine par les baies vitrées, faisant danser les nuages de poussière dans l'air. Nora était assise derrière un imposant bureau en acajou, dans son bureau privé. Elle portait un chemisier de soie vert émeraude taillé sur mesure. Sa posture impeccable contrastait fortement avec celle de la femme brisée qui, jadis, frissonnait sous la pluie. Dans la chambre d'enfant attenante, les gazouillis joyeux et légers de Matteo Corvino, âgé de 10 mois, résonnaient à travers la porte ouverte. Nora n'était pas seulement l'épouse de Dante. Elle était devenue l'architecte de l'avenir légal du syndicat. Dante contrôlait les rues, les quais et l'ombre. Mais Nora contrôlait la lumière. Grâce à l'attention méticuleuse aux détails qu'elle avait aiguisée au fil des années passées à naviguer dans les eaux troubles de la politique de la haute société, elle avait pris le contrôle des opérations de blanchiment d'argent, des acquisitions immobilières et des organisations caritatives de façade de la famille Corvino. Elle tapotait un stylo d'argent contre un épais registre de cuir. Ses yeux verts se plissèrent. Les chiffres sur la page devant, elle, étaient parfaitement équilibrés. Trop parfaitement. Les lourdes portes en chêne du bureau s'ouvrirent et Léo Costello entra respectueusement, détournant le regard jusqu'à ce que Nora lui adresse la parole. « Vous avez demandé à me voir, Madame Corvino. »« Oui, Léo. »« Fermez la porte, » dit Nora d'une voix douce, mais teintée d'une autorité qu'elle avait entièrement héritée de son mari. « J'ai examiné les rapports trimestriels des chantiers du Sud, et plus précisément les contrats municipaux supervisés par Victor Rossi. » L'expression de Léo se crispa imperceptiblement. Victor était un capot de haut rang, un vestige de l'ancien régime qui avait servi sous les ordres du père de Dante. Il était réputé pour sa brutalité et méprisait ouvertement le fait que le chef ait confié les rênes du royaume financier familial à sa nouvelle épouse. « Y a-t-il un problème avec les livres comptables » demanda Léo avec prudence. En apparence, non. Le comptable de Victor est exceptionnellement doué, répondit Nora en retournant le livre et en pointant du doigt. Elle désigna du doigt une colonne précise des dépenses. Mais j'ai passé 5 ans à gérer les finances de la campagne d'Arthur. Je sais à quoi ressemble une société écran quand elle est au bord de la faillite. Victor gonfle les prix de l'acier brut et transfère l'excédent de marge dans une société holding privée du Delaware. Léo s'avança, les yeux rivés sur les chiffres. Combien? 3 millions ces 2 derniers trimestres, déclara Nora d'un ton neutre. Mais ce n'est pas le vol qui m'inquiète. C'est ce qu'il fait de l'argent. Elle sortit un dossier de son tiroir et le jeta sur le bureau. J'ai demandé à nos détectives privés de suivre la trace de la société holding du Delaware. Elle loue des entrepôts sur la côte est. Des espaces actuellement occupés par des vestiges du syndicat grec. Victor ne se contente pas de voler Léo. Il finance une faction rivale pour contester le monopole de Dante sur les voies maritimes. Un silence pesant régnait dans le bureau opulent. La trahison au sein de la famille était passible de la peine de mort. J'en informerai immédiatement le patron, dit Léo, la main levée. Le corps de Léo se baissa instinctivement vers l'arme dissimulée à sa ceinture. Victor ne verra pas demain. Non, ordonna Nora. Stoppant net Leo. Dante est en négociation avec les syndicats en ville. Je ne veux pas qu'il soit distrait par une taupe chez lui. Amenez Victor à mon bureau dans 1 heure. Leo hesita. Une lueur d'inquiétude sincère traversa son visage stoïque. Avec tout mon respect, Madame Corvino, Victor est un homme dangereux. Quand il comprendra qu'il a été pris la main dans le sac, il ne réagira pas de façon raisonnable. Le patron voudra s'en occuper. Nora se leva. Elle contourna le bureau, dégageant une aura de calme absolu et inflexible.
Les hommes de cette famille doivent comprendre que Dante et moi ne sommes pas deux entités distinctes. Léo. S'il me teste, il le teste lui aussi. Et si je me cache constamment derrière mon mari, ils me verront toujours comme une faiblesse. Elle fixa Léo droit dans les yeux. Amenez-le-moi. Compris. Léo hocha la tête et quitta la pièce. 1 heure plus tard, Victor Rossi entra d'un pas arrogant dans le bureau. Un homme à la carrure imposante, au cou épais et au regard froid et arrogant. Il n'a pas attendu qu'on l'invite à s'asseoir. Il s'est aussitôt laissé tomber dans le fauteuil en cuir face au bureau, les bras croisés. « Tu voulais me voir, Nora ?» demanda Victor, omettant délibérément son titre. « Fais vite. Le côté légal des affaires, c'est peut-être de 9h à 17h, mais le monde réel, lui, ne s'arrête jamais. » Nora ne broncha pas face à ce manque de respect. Elle fit simplement glisser le dossier sur le bureau en acajou. « Je voulais parler de ta retraite, Victor », dit-elle nonchalamment en se penchant en arrière. Victor fronça les sourcils et prit le dossier. Tandis qu'il feuilletait les pages, les relevés bancaires, les photos de surveillance de ses entrepôts du Delaware, les manifestes d'expédition, son rictus arrogant disparut, remplacé par une vague de panique intense. « Où as-tu trouvé ça ?» exigea-t-il d'une voix menaçante. « Tu espionnes un capo. » Espèce de petit idiote. Tu ne comprends rien à cette famille. Dante compte sur moi pour maintenir l'ordre dans les rues. Dante compte sur la loyauté, corrigea doucement Nora. Tu as saigné ses opérations légales pour financer une guerre contre lui. Tu croyais que parce que je porte de la soie et que je berce un bébé, je ne remarquerais pas la disparition de 3 millions de dollars sur les commandes de béton. Victor frappa le bureau du poing et se leva d'un bond. La carrure de l'homme était terrifiante. Un pâle reflet de la violence que Nora avait subie 1 an auparavant. Mais cette fois, son cœur ne s'emballa même pas. Elle ne recula pas. « Je me bats pour ce syndicat. » Rugit Victor en se penchant au-dessus du bureau. « Je ne vais pas me laisser sermonner par un politicien de pacotille. Je dirai à Dante que ses comptes sont falsifiés. Il croira son capot plutôt qu'une femme qui connaît à peine les règles de la rue. Tu ne diras rien à Dante. » Une voix gronda dans l'ombre de l'embrasure de la porte. Victor se figea, le visage livide. Dante entra dans la pièce. Il était rentré plus tôt que prévu. Il n'avait pas l'air en colère, mais complètement dénué de compassion. Il s'approcha du bureau où se trouvait Nora. Sa présence était un mur impénétrable d'autorité implacable. Il posa doucement la main sur l'épaule de Nora, un témoignage silencieux de leur façade inébranlable. « Ma femme a découvert la corruption qui rongeait nos fondations, Victor, » dit Dante d'une voix dangereusement basse. « Elle a démasqué ta trahison. Elle a rassemblé les preuves et elle t'a convoqué. Il ne me reste plus qu'à faire le ménage. » Victor recula, les mains levées dans un geste désespéré et tremblant. « Patron, je vous en prie. C'est un malentendu. Les Grecs m'ont approché. Je faisais semblant pour voir ce qu'ils voulaient. » Dante ne le regarda même pas. Il baissa les yeux vers Nora, une question muette dans ses yeux sombres. Il lui laissait le dernier mot. Nora fixa l'homme qu'il avait cru faible, qui avait pensé pouvoir anéantir l'empire qu'elle et Dante bâtissaient pour leur fils. « Dépouille-le de ses biens, vide ses comptes et place-les dans le fonds familial, et assure-toi qu'il ne remette jamais les pieds à Chicago, » déclara Nora d'une voix glaciale. Elle leva les yeux vers Dante. « Occupe-toi de lui. » Dante esquissa un sourire sombre et terrifiant, promesse de ruine absolue. Il désigna d'un signe de tête l'embrasure de la porte où Léo Costello et 2 hommes de main étaient apparus silencieusement. « Vous avez entendu la matriarche, » ordonna Dante. « Emmenez-le en bas. » Tandis que Victor était traîné hors de la pièce, se débattant et suppliant dans l'écho du grand couloir, Dante reporta toute son attention sur sa femme. Il se pencha et repoussa une mèche rebelle derrière son oreille, son pouce caressant la ligne parfaite de sa mâchoire. « Tu as géré ça à merveille, » murmura Dante, les yeux brillants d'un mélange de fierté profonde et d'une sombre adoration. « J'ai appris des meilleurs, » répondit Nora en posant sa main sur la sienne. De la crèche d'à côté, ajouta le petit Matteo d'un cri de joie. Dante et Nora se tournèrent vers le son, l'obscurité pesante de leur monde entièrement éclipsée par la lumière qu'ils y avaient fait naître. Ils n'étaient plus seulement un chef mafieux et une femme en fuite. Ils étaient un empire, et malheur à celui qui tenterait de le détruire. Le parcours de Nora, de victime blessée et trahie à matriarche incontestée d'un empire criminel, témoigne du pouvoir transformateur de la survie. En embrassant l'obscurité qui l'a sauvée, elle a démantelé la corruption de son passé et assuré l'avenir de sa famille. En fin de compte, le vrai pouvoir ne se trouve pas dans une vie sans tache. Il se forge en régnant sur l'ombre sans peur. Merci beaucoup d'avoir regardé Désir criminel. Si vous avez aimé, abonnez-vous et activez les notifications.